Nous allons nous pencher sur un crime particulièrement complexe. Cette affaire est devenue si virale que tous les habitants en discutaient. Pourtant, aujourd'hui encore, les controverses persistent. Beaucoup pensent que le verdict n'est qu'une erreur judiciaire. La beauté du corps féminin peut être si envoûtante qu'elle en fait perdre la raison. Mais il arrive souvent que plus une personne est belle en apparence, plus son âme est sombre. Parfois, la beauté dissimule des horreurs si profondes qu'on peut y perdre non seulement la tête, mais aussi la vie. Patrick Warren McRae avait réalisé le rêve de millions d'Américains: devenir célèbre et travailler à la télévision. Pat, comme l'appelaient ses proches et ses amis, a commencé sa carrière dans une chaîne de télévision, gravissant les échelons pour devenir coordinateur de production vidéo. C'était un homme travailleur, qui consacrait tout son temps libre à sa passion, ce qui lui permit de réaliser son rêve d'une brillante carrière. Malgré ses ambitions professionnelles, il était aussi un homme tourné vers sa famille. En 1985, il s'est marié. Une romance passionnée s'est transformée en un quotidien partagé avec des enfants, mais après 12 ans, sa carrière a eu raison de leur relation. En 1997, la famille McRae a volé en éclats. Néanmoins, Pat est resté un père dévoué pour ses 2 enfants issus de ce premier mariage. Il entretenait une relation cordiale avec son ex-femme, ce qui permit de partager la garde des enfants sans difficulté ni restriction. Les enfants rendaient une visite à leur père presque tous les jours, car ils vivaient non loin l'un de l'autre. Pat travaillait activement, mais saisissait chaque occasion pour voir ses enfants et passer du temps avec eux. Il les emmenait régulièrement aux matchs de football et assistait à leurs propres rencontres sportives. Le week-end, ils allaient tous ensemble au cinéma et au café. C'était leur tradition. L'éducation conjointe provoquait parfois des disputes entre les anciens époux, mais même après leur séparation, ils s'efforçaient toujours de trouver un terrain d'entente. Jusqu'en 1999, ils vivaient toujours à Des Moines, dans l'Iowa. Patrick avait alors 43 ans. Le quotidien de cet homme suivait une routine bien établie. Le matin, il passait prendre sa plus jeune fille pour l'emmener à l'école, puis se rendait au studio où il travaillait jusqu'au soir. Ensuite, il rendait visite à ses enfants, avec qui il passait également ses week-ends. Mais le samedi 16 octobre 1999, rien ne s'est passé comme prévu. Dès le matin, son ex-femme a tenté de joindre Pat. Il n'était pas venu chercher les enfants pour le week-end, comme convenu. Ils ne s'étaient pas vus depuis le vendredi, après que Pat eut déposé sa fille à l'école le matin. Le téléphone fixe de Pat ne répondait plus. Il n'a donné aucun signe de vie de tout le week-end, ce qui n'était absolument pas dans ses habitudes. Le lundi, il n'est pas venu chercher sa fille et ne s'est pas présenté au travail. Ce comportement lui a paru suspect et son ex-femme a décidé de se rendre personnellement à son domicile. Elle pressentait que quelque chose de grave avait pu se produire. En arrivant devant la maison, elle a vu que la voiture de Pat était toujours garée dans l'allée. Il devait donc être chez lui. La porte d'entrée était verrouillée. Personne n'a répondu à ses coups. Pour entrer, elle a utilisé le double des clés que Pat lui avait confiées en cas d'urgence. En ouvrant la porte, elle a découvert Patrick, gisant sur le sol, juste à côté de l'entrée. Il baignait dans une mare de sang. Il était là depuis plusieurs jours, à en juger par l'odeur de décomposition qui flottait dans l'air. Tout autour du corps, sur les murs et le sol, de nombreuses traces de sang étaient visibles. Elles menaient vers le salon. Terrifiée, elle a immédiatement appelé la police. Les forces de l'ordre ont rapidement répondu à l'appel d'urgence. Ce quartier aisé était réputé pour son faible taux de criminalité. Ce meurtre a secoué toute la communauté. La mort du populaire producteur de télévision ne pouvait évidemment pas passer inaperçue. Le jour même, toutes les chaînes de télévision locales ont couvert l'événement. Mais que s'était-il réellement passé? Après examen de la scène de crime,
Les enquêteurs ont déterminé que l'agression avait commencé dans le salon. Pat avait tenté de se défendre. Il avait réussi à atteindre le couloir, mais à quelques mètres de la porte d'entrée, ses forces l'ont abandonné et il s'est effondré. Patrick avait subi plusieurs coups de couteau, provoquant une hémorragie mortelle. À en juger par la quantité de sang, il a perdu connaissance et est mort en quelques minutes. Lors de la fouille de la maison, l'arme du crime n'a pas été retrouvée. Des traces de sang maculaient la maison, menant jusqu'à la salle de bain. L'agresseur s'y était probablement rendu après le crime pour se nettoyer. Le lavabo était encore souillé de sang. De là, le tueur est retourné dans le salon, puis dans le couloir, comme s'il cherchait quelque chose. Plusieurs objets avaient disparu de la maison. Notamment, l'ex-femme de Pat n'a pas retrouvé une statue en verre qui lui appartenait. Plusieurs chemises de luxe manquaient également à sa garde-robe. Cette sélection d'objets paraissait étrange pour un cambriolage, d'autant que des biens de plus grande valeur avaient été laissés sur place. Son portefeuille, qui se trouvait dans la poche arrière de son jean ensanglanté, avait été volé. Mais le plus étrange était que la poche avait été découpée, au lieu d'être simplement vidée. Pourquoi le meurtrier l'avait-il pris de manière si inhabituelle restait un mystère. Certains vêtements et le contenu des placards étaient éparpillés sur le sol, comme si quelqu'un avait fouillé les lieux. Tout cela suggérait un vol comme mobile possible. C'était l'hypothèse privilégiée, bien que le comportement du tueur parût très étrange. Peut-être était-il sous l'influence de substances. L'hypothèse d'une mise en scène n'était pas non plus écartée. Aucune trace d'effraction n'a été relevée. Les fenêtres étaient intactes et la porte était verrouillée. C'était une autre étrangeté, car les traces de sang menaient précisément jusqu'à cette porte. Selon toute vraisemblance, Patrick avait lui-même laissé entrer son agresseur. De nombreux vêtements suspendus dans le placard étaient tachés de sang, comme si quelqu'un avait fouillé les poches à la recherche d'objets de valeur. Mais ce sont les empreintes de pas qui soulevaient le plus de questions. Des empreintes de chaussures ensanglantées étaient visibles partout dans la maison, et même à l'extérieur. Leur disposition et leur nombre indiquaient que le tueur avait quitté la maison et y était revenu à plusieurs reprises. Mais pourquoi? Une partie des empreintes avait été laissée avec du sang frais. Par-dessus se trouvaient d'autres traces, également sanglantes, mais déjà séchées. D'après les calculs du médecin légiste, Pat était mort tard le vendredi soir ou dans la nuit, soit environ 2 jours avant que son ex-femme ne le découvre. La police a commencé à reconstituer le déroulement des faits et a découvert que Pat McRae avait passé une grande partie de la soirée dans un club de striptease local, The Up Limits. Lorsque la police s'est présentée au club avec sa photo, de nombreuses danseuses l'ont reconnu. C'était un habitué qui fréquentait l'établissement au moins une fois par semaine depuis son divorce. Il était décrit comme un homme sympathique et calme, qui arrivait généralement vers 22 heures, buvait quelques verres, discutait avec les filles, regardait les danseuses, puis repartait. Mais ce soir-là, tout était différent. Pat a demandé à l'une des employées une danse privée à son domicile. Par une étrange coïncidence, cette femme ne s'est pas présentée au travail le lendemain, alors qu'elle était de service. Elle s'appelait Laura Inland. Après avoir rassemblé ces informations, la police a conclu qu'elle tenait sa principale suspecte. Lorsqu'ils ont tenté de localiser Laura à l'appartement qu'elle louait, il n'y avait personne. Le propriétaire a confirmé qu'elle aurait dû s'y trouver. On a supposé que la jeune femme avait pris la fuite. Mais en l'absence de preuves contre elle, il a été décidé de ne pas lancer d'avis de recherche pour le moment. Le temps passait. Comme Laura pouvait être la dernière personne à avoir vu Patrick en vie, les recherches pour la retrouver se sont intensifiées. Pendant ce temps, les experts de la police scientifique avaient enfin terminé l'analyse de la scène de crime. Il a été confirmé que le meurtrier était retourné sur les lieux, comme en témoignaient les traces de chaussures.
Cela s'était produit à plusieurs heures d'intervalle, ajoutant une nouvelle bizarrerie à cette affaire. L'affaire ressemblait à un vol qui aurait mal tourné, mais elle était truffée de détails illogiques. Toutes les empreintes ont été recueillies et analysées. La plupart provenaient de chaussures de pointure 38. D'autres correspondaient aux pantoufles de la victime. Environ 70 taches différentes ont été collectées dans la maison pour analyse. Les plus suspectes étaient de petites gouttes laissées sur la couette du lit. Une traînée partait de la porte d'entrée et traversait le tissu. Ces traces ont dû être découpées de la couette. L'analyse a révélé qu'il s'agissait d'un mélange de sang appartenant au défunt et au meurtrier présumé. Ce second profil ADN était celui d'une femme, ce qui a renforcé les soupçons pesant sur la danseuse, Laura. L'autopsie a confirmé que la cause du décès était de multiples plaies par arme blanche et l'hémorragie qui en a résulté. La plupart des coups étaient concentrés sur le torse et le cou de la victime. Patrick a résisté, mais il a manifestement été pris par surprise. Le médecin légiste a relevé de nombreuses blessures de défense sur ses mains. Selon lui, cela expliquait pourquoi le sang de l'agresseur, en plus de celui de la victime, avait été retrouvé sur place, car lors d'une attaque au couteau intense, il est fréquent que l'agresseur se coupe avec la lame si sa main glisse. Cela aurait dû laisser des marques évidentes sur les paumes et les doigts de la tueuse potentielle. Finalement, les enquêteurs ont réussi à localiser Laura Inland. Selon la jeune femme, elle n'était pas venue travailler le samedi, car elle avait dansé tard le vendredi soir et ne se sentait pas bien. Elle était introuvable à son appartement, car le lundi, elle se produisait lors d'une soirée privée en dehors de la ville et n'est rentrée que tard. Les policiers ont enfin pu l'interroger, mais leurs attentes ont été rapidement déçues. La première chose qui a frappé les enquêteurs fut l'absence de blessures caractéristiques sur les paumes de ses mains. Laura a coopéré pleinement avec la police, fournissant volontairement un échantillon d'ADN. Pendant que l'analyse était en cours, elle a été placée en garde à vue pour un interrogatoire approfondi. Laura a affirmé ne pas avoir effectué de danse privée pour le défunt ce soir-là. Elle l'avait aperçu près de la scène, mais il ne lui avait manifesté aucun intérêt particulier. Elle a nié s'être rendue à son domicile. Elle restait la principale suspecte, mais lorsque les résultats de l'analyse ADN sont revenus, les profils ne correspondaient pas. Laura a donc été écartée de la liste des suspects. Les policiers sont retournés voir l'employé du club, qui a admis qu'il s'était probablement trompé. Les danseuses portent différentes perruques, ce qui peut les rendre très ressemblantes. Il s'agissait probablement d'une autre femme. Pour une raison inconnue, les enquêteurs n'ont pas insisté et ont abandonné cette piste. Entre-temps, ils ont soumis le profil ADN du meurtrier à la base de données de la police. Cependant, aucune correspondance n'a été trouvée. Soit il s'agissait de son premier crime, soit la mystérieuse inconnue n'avait jamais été enregistrée. Les enquêteurs sont donc revenus à l'analyse des maigres indices dont ils disposaient. Il était évident que Pat McRae connaissait son assassin, alors ils ont examiné son entourage. Le défunt était une personne très aimable. Même avec son ex-femme, il entretenait de bonnes relations. Son profil ADN a été vérifié et ne correspondait pas. Aucun des parents ou amis de Patrick n'avait la moindre idée de l'identité du coupable. Il semblait que personne n'avait de mobile pour le tuer. Puis, un autre détail a attiré leur attention. L'agresseur avait laissé des traces de sang sur les rideaux. Après le meurtre, elle avait regardé par la fenêtre, probablement pour s'assurer que personne n'avait rien remarqué. Les voisins ont été de nouveau interrogés, mais personne ne se souvenait de rien. À l'heure supposée du crime, tous dormaient. Un détail étrange continuait d'intriguer les enquêteurs. Les 2 séries d'empreintes. Les premières avaient été laissées avec du sang frais, les secondes, par-dessus, avec du sang déjà coagulé. Tout cela semblait étrange. Lorsqu'un meurtrier retourne sur les lieux de son crime,
il le fait généralement rapidement et non plusieurs heures après. Si la tueuse s'était souvenue d'un objet de valeur qu'elle voulait voler, pourquoi avait-elle laissé tant d'autres biens de prix dans la maison? Tout cela ressemblait au comportement d'une personne agissant sans la moindre réflexion. Par précaution, les prêteurs sur gages locaux furent inspectés. La meurtrière semblait inexpérimentée, mais elle parvint néanmoins à échapper à toute arrestation. La police interrogea tous les collègues et connaissances de Pat, sans trouver la moindre correspondance ADN. Les enquêteurs se retrouvaient face à une énigme. Cette impasse dura 5 longues années. Les proches de la victime tentèrent d'aider, distribuant des prospectus, mais aucune piste sérieuse n'émergea. Une récompense fut offerte, mais elle n'attira que de faux témoignages, gaspillant les précieuses ressources des enquêteurs. L'affaire terrorisait la population locale. La brutalité du meurtre, couplée à l'incapacité de la police à trouver le coupable, était profondément troublante. Malgré la pression publique, l'enquête piétinait. Les années passèrent, et l'intérêt du public pour l'affaire s'estompa peu à peu. Seuls les proches de Patrick, assoiffés de justice, ne pouvaient trouver le repos. 5 ans plus tard, un appel inattendu parvint aux enquêteurs. Ils venaient de leurs homologues d'une autre région, du poste de police de Lincoln, au Nebraska. Ils annonçaient détenir une information cruciale dans l'affaire Patrick McRae. À 200 kilomètres du domicile de la victime, la police avait arrêté un certain Mars Davis. Accusé de trafic de stupéfiants, il risquait une longue peine de prison. Pour y échapper, il proposa un marché. En échange d'une réduction de peine, il révélerait tout ce qu'il savait sur un meurtre non élucidé à Des Moines. Mars ne connaissait ni le nom exact de la victime, ni son adresse précise. Cependant, il décrivit les environs de la maison avec une précision troublante. Plusieurs stations de lavage et un magasin à proximité. La description correspondait parfaitement à la scène de crime. Il mentionna également des détails que seul le meurtrier ou un complice pouvait connaître. Il raconta qu'à l'époque, 5 ans plus tôt, il était en couple avec une stripteaseuse de 24 ans, nommée Andrea Morris. Il la décrivit comme une femme très séduisante, qui travaillait dans le club où la victime était un client régulier. Elle était, selon lui, un peu étrange, mais semblait normale. Jusqu'à ce fameux vendredi 16 octobre 1939. Ce soir-là, comme à son habitude, Mars était venu chercher sa petite amie pour la conduire au travail. Mais Andrea lui annonça qu'elle ne rentrait pas tout de suite. Elle avait une danse privée chez un client régulier, un homme très riche qui travaillait pour la télévision. Elle lui donna l'adresse. Son ami la déposa, puis partit faire un tour en ville pour tuer le temps. Andrea devait s'absenter environ 1 heure. Lorsqu'il revint à l'heure convenue, il la découvrit, à sa grande surprise, couverte de sang. Choqué par son apparence, Mars l'interrogea. Andrea minimisa l'incident, parlant d'un saignement de nez accidentel et lui demandant de ne surtout pas entrer dans la maison. Mais Mars remarqua immédiatement des incohérences. Son visage était intact, personne ne l'avait frappé. Pourtant, il y avait du sang partout, sur ses vêtements et même dans ses cheveux. Cela ne ressemblait en rien à un simple saignement de nez. Malgré ses doutes, il se laissa convaincre de la ramener chez eux. Sur le trajet, l'affaire le tourmentait et il continua de la questionner. Une fois arrivé, Andrea alla prendre une douche. C'est alors que Mars vit que ses chaussures, elles aussi, étaient maculées de sang et laissaient des traces inquiétantes. De nouvelles questions l'assaillirent. Il craignait désormais pour la vie du présentateur télé. Pour la faire parler, il feignit la colère, menaçant de retourner chez le client pour régler cette histoire. Andrea, terrifiée à l'idée qu'il appelle la police, finit par craquer. Elle le calma et lui raconta enfin la vérité.
Elle lui avoua avoir attaqué le client avec un couteau, obéissant à des voix dans sa tête. Elle décrivit la scène en détail. Comment elle l'avait poignardé, jusqu'à ce qu'il s'effondre, sans force. Pendant que la victime agonisait, elle avait attrapé ce qui lui tombait sous la main avant de s'enfuir au moment où Mars arrivait en voiture. Andrea raconta cette histoire avec un calme si déconcertant que son ami ne sut que répondre. Cela paraissait si absurde qu'il choisit de la croire et de tenter d'oublier cette nuit comme un mauvais rêve. Mais l'horreur n'était pas terminée. Quelques heures plus tard, Andrea se réveilla en panique. Elle réalisa qu'elle avait oublié son sac à main sur la scène du crime. Elle supplia alors son ami de la reconduire chez Patrick McRae pour le récupérer. En guise de récompense, elle lui offrit plusieurs chemises de luxe volées à la victime, que Mars porta par la suite. Après cette expédition, ils se rendirent à une station de lavage pour nettoyer méticuleusement la voiture. Ces détails achevèrent de convaincre les enquêteurs de la véracité du témoignage de Mars. Le fait que l'auteur soit retourné sur les lieux du crime bien après les faits, et le vol des chemises, étaient des informations confidentielles. Seul le coupable ou un proche pouvait les connaître. Par précaution, l'ADN de Mars fut comparé aux traces retrouvées sur place. Aucune correspondance. La probabilité de son implication restait cependant plausible. Il aurait pu participer au vol ou planifier l'agression. Quoi qu'il en soit, en échange de ses aveux, on lui avait promis la clémence, malgré certains détails suspects, comme le lavage de la voiture en pleine nuit. Quant à savoir où se trouvait Andrea, Mars l'ignorait. Ils s'étaient séparés peu de temps après les faits et n'avaient plus aucun contact. La priorité était désormais de retrouver Andrea Morris pour l'interroger. Un avis de recherche fut lancé. Il s'avéra qu'après sa rupture avec Mars, elle avait quitté l'État. Une simple vérification dans les bases de données permit de la localiser rapidement. La suspecte venait d'être libérée d'une prison du Nebraska, où elle avait purgé une peine de 2 ans pour possession de stupéfiants. Heureusement, le Nebraska faisait partie des États qui prélèvent l'ADN des détenus à leur libération. Cependant, son profil n'avait pas encore été intégré à la base de données nationale. Sans le témoignage de Mars Davis, il aurait pu s'écouler des années avant que la correspondance ne soit établie. Les policiers purent donc demander le profil ADN à leurs collègues. Il correspondait parfaitement aux échantillons prélevés dans la maison de la victime. C'était la preuve irréfutable de sa culpabilité. Andrea Morris fut arrêté dans son appartement de Lincoln. Lorsque les policiers se présentèrent à sa porte en se présentant comme des agents de Des Moines dans l'Iowa, son visage devint livide. Confrontée à l'affaire Patrick McRae, elle nia toute implication et rejeta la faute sur Mars Davis. Elle admit s'être rendue chez Pat ce soir-là pour une danse privée. Mais selon sa version, Mars l'accompagnait toujours pour sa sécurité et se tenait simplement dans une autre pièce. Si un client devenait agressif, elle n'avait qu'à crier pour que son ami vienne à sa rescousse. Elle raconta que pendant la danse, Patrick l'avait plaqué sur le canapé et avait commencé à l'embrasser. Incapable de repousser cet homme imposant, elle s'était mise à hurler. Mars Davis aurait alors surgi de l'autre pièce, un couteau à la main, et dans un accès de rage, l'aurait poignardée à mort. Malgré ses efforts pour paraître convaincante, son histoire sonnait faux dès le début. Sur la scène du crime, les enquêteurs avaient relevé des empreintes de chaussures de taille 38, la pointure exacte d'Andrea Morris. Mars Davis, un homme bien plus grand, chaussait du 43 et aucune empreinte de cette taille n'avait été trouvée dans la maison. Même si son ami avait été présent, il n'aurait probablement pas participé à l'agression, car ses chaussures n'auraient pas manqué de laisser des traces de sang. Les enquêteurs soupçonnaient déjà Mars d'avoir été complice du vol ou d'avoir servi de chauffeur, mais comme le dit le procureur, un accord est un accord. Dans tous les cas, Andrea était la meurtrière. Selon l'accusation, sa visite chez le client relevait d'un crime prémédité.
L'objectif était probablement l'argent, mais quelque chose a dû la provoquer. Elle a distrait sa victime, s'est approchée, a sorti un couteau et l'a frappé. Au total, le présentateur a reçu 6 coups de couteau, se protégeant avec ses mains, à peine capable de réagir. Il a tenté de fuir vers le couloir, mais déjà trop affaibli par la perte de sang, il s'est effondré. L'agresseuse a alors pris le portefeuille et les clés de Patrick, encore en vie, avant de s'enfuir. Le vol des clés soulevait de nombreuses questions. Avait-elle l'intention de revenir? Pour sortir sans être vue, elle a traversé la chambre, laissant des traces de sang sur le rideau qu'elle a écarté pour vérifier si la voiture de son ami était bien là. Andrea a elle-même confirmé être revenue sur ses esprits quelques heures plus tard et avoir remarqué l'absence de son sac à main. Elle a alors décidé de retourner le chercher, utilisant la clé qu'elle avait eu la présence d'esprit de voler. Cet acte démontrait qu'elle agissait de manière rationnelle et était pleinement consciente de ses gestes. À l'automne 2007, Andrea Morris fut inculpée pour meurtre au premier degré. Elle refusa de plaider coupable, maintenant qu'elle était étrangère au crime. Dans ce contexte, l'arme du crime, qui aurait pu éclaircir de nombreux points, ne fut jamais retrouvée. Le jury se rangea du côté de l'accusation. L'ancienne danseuse fut condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Son avocat tenta de plaider la folie, invoquant les voix dans sa tête. Il fut prouvé que la jeune femme était dépendante aux drogues au moment des faits, mais cet argument semblait peu convaincant au vu de ses actions délibérées après l'agression. De plus, son amie Mars affirma qu'elle était parfaitement normale et se comportait de façon rationnelle. Pourtant, son avocat ne baissa pas les bras. Il interjeta appel à plusieurs reprises pour obtenir une peine plus clémente. Dans les premières années de sa détention, Andrea maintint son innocence. Puis, en 2013, elle retira ses appels et plaida coupable de meurtre au second degré, de coups et blessures volontaires et de vol qualifié. Ce revirement permit de réduire sa peine. Au lieu de la perpétuité réelle, elle fut condamnée à 70 ans de prison avec une possibilité de libération conditionnelle. En 2014, une requête pour un nouveau procès fut déposée, mais elle fut rejetée par le juge. Andrea Morris est toujours derrière les barreaux aujourd'hui.